Bonjour à tous sur le plateau parisien du Nouveau Monde et Télé-Sud et bienvenue à Gilles Maintré. Bonjour Vincent Lavalette. Qui vient d'écrire ce livre dont nous allons parler pendant cette émission. C'est un livre formidable parce qu'il est écrit d'une manière extraordinairement claire alors qu'il parle de problèmes qui sont complexes et qui sont intéressants. Il en parle de manière évidemment intelligente. Gilles Maintré, c'est tout à fait normal que vous en parliez de manière intelligente parce que vous avez fait le parcours d'exception. Il est énarque, il est polytechnicien, il a été inspecteur des finances, il a été banquier d'affaires, il a été conseiller, il connaît le pouvoir parce qu'il a été conseiller ministériel et en même temps dans plusieurs cabinets importants et en même temps ensuite il a été conseiller à la présidence de la République et il s'est présenté à des élections, il est adjoint au maire du 16e arrondissement à Paris et il est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il aime qu'on le présente, entrepreneur social, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà, on dirait qu'il fait comme les retraités, il s'occupe, il s'investit lui-même plutôt que d'investir l'argent des autres. On dirait que finalement vous passez votre temps, vous avez un passe-temps. Alors, je m'investis moi-même plutôt qu'investir l'argent des autres, absolument. C'est tout sauf un passe-temps, parce que justement, le vote électronique, qui est ce dont s'occupe Electis, est en train d'arriver comme une vague sur nos démocraties, et c'est une très bonne nouvelle. Alors voilà, on va parler de ça, parce que Electis, donc c'est l'association que vous avez fondée, c'est Electis, pourquoi Electis ? Parce qu'il nous semble que justement le vote et l'élection, c'est le cœur du système démocratique, et c'est par là qu'il faut le réformer. Alors, ça commence par un constat, à savoir la crise de la démocratie, la crise de la représentation, le fait que l'électeur déserte ces grands rendez-vous électoraux, qu'il préfère aller à la pêche. Oui, en fait, qu'il préfère aller à la pêche. Ce qui est frappant, c'est de voir ce qu'on pourrait appeler la protestation électorale. C'est-à-dire que si vous additionnez l'abstention et le vote pour des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement, qui n'ont pas gouverné, mais vous voyez qu'il y a une vague qui progresse. C'était 1 Français sur 2 en 2012, c'était 2 Français sur 3 en 2017, et les sondages nous annoncent que c'est 3 Français sur 4 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne se reconnaît plus, que nous, Français, ne nous reconnaissons plus dans un système où on élit pour 5 ans, une fois tous les 5 ans, un président, sur un programme que personne n'a lu, et qui ensuite va revenir 5 ans plus tard en disant « il y a eu la crise financière, il y a eu les attentats, il y a eu la crise sanitaire, et évidemment j'ai fait autre chose, mais s'il vous plaît, donnez-moi à nouveau un blanc-seing. » Maintenant, chaque citoyen, vous et moi, nous voulons participer à la décision, décider sur les grands sujets. Oui. Alors, pour autant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette espèce d'hémorragie électorale des électeurs pour l'élection, ce grand rendez-vous national en France qu'est l'élection présidentielle. Les gens ne vont pas voter pour les législatives, pour les municipales, pour les élections locales, mais pour ce rendez-vous présidentiel, il y a encore du monde quand même. Vous avez raison, vous avez raison. Même si cette abstention pour l'élection présidentielle elle-même est en train de monter de manière inquiétante, et elle sera probablement encore plus importante en 2022, comme nous l'indiquent les sondages. Et puis par ailleurs, à côté, c'est pour ça que j'aime bien parler de protestation électorale, il y a l'abstention et il y a le vote pour les partis extrêmes ou les partis qui ne sont pas de gouvernement. Et ce vote pour les partis extrêmes n'arrête pas de monter. Regardez les sondages qui nous donnent aujourd'hui le total de Éric Zemmour, plus Marine Le Pen, plus Jean-Luc Mélenchon, plus Nicolas Dupont-Aignan, à pratiquement 50% des intentions de vote. 1 Français sur 2, en termes d'intention de vote, s'exprime pour des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement. Si vous rajoutez l'abstention, si vous rajoutez le vote blanc, vous avez une majorité de Français qui finalement refusent le choix qu'il lui aurait proposé entre les 2 candidats du second tour. Exactement, même pratiquement 3 Français sur 4. Et en fait, ce n'est pas un refus du système, ce n'est pas un refus de la démocratie elle-même, c'est un refus, comme vous dites, de l'offre qui est présentée, et puis de cette mécanique qui est de revenir, comme ça, tous les 5 ans, comme s'il ne s'était rien passé, pour à nouveau voter pour un président, et puis il ne se passera rien pendant 5 ans. On ne va pas vous consulter, il n'y aura pas de possibilité d'agir sur la décision, et puis on va recommencer. Et les Français se disent, mais non, mon vote n'a pas de sens, mon vote est devenu inutile, c'est quand même un paradoxe pour la démocratie. Alors, votre livre ne parle pas que de la France, il propose une façon de rénover, de restaurer, de ressusciter même, ou d'instaurer une démocratie très vivante. Mais bon, on va rester quand même encore un instant sur le cas français. Est-ce qu'en France, on a finalement l'impression qu'il y a désormais une sorte de suffrage censitaire ? Ceux qui se rendent dans l'isoloir, ce sont les retraités, ce sont les fonctionnaires, ce sont les gens qui sont dans le système, et tous les autres, finalement,
vont à la pêche ou votent pour des candidatures dont ils savent pertinemment qu'elles sont des candidatures de protestation et qu'elles n'ont aucune chance de porter quelqu'un jusqu'à jusqu'à l'Élysée. C'est le cas, vous avez prononcé le bon terme. On est dans un suffrage qui est censitaire aujourd'hui. Aux dernières élections régionales, vous avez vu qu'il y avait une énorme abstention, hein, plus de 65%. Oui, mais il y avait le Covid. Bien sûr, mais si vous regardez maintenant par tranche de revenus, et tout le monde est exposé de la même manière au Covid, eh bien les ménages qui gagnent plus de 3 500 € par mois ou plus, l'abstention est descendue à 50%. Et pour ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois, elle est montée à plus de 90%. Donc on est dans un suffrage censitaire où les catégories sociales les moins favorisées ne vont plus voter parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans le système. Alors, pourquoi est-ce que les classes populaires en France désertent? Alors, s'il y a évidemment beaucoup de raisons. La principale, c'est qu'on voit qu'il y a un décrochage de l'ensemble des pays développés, qui est un décrochage économique des classes moyennes et populaires. Il y a une courbe qui était devenue très célèbre qu'on appelle la courbe de l'éléphant. Et c'est une jolie image qui montre la progression des revenus à travers des différents pays sur 20 ans. Voilà. Oui. Eh bien, on voit que ça augmente partout dans le monde. C'est le dos de l'éléphant. Ça augmente même très fortement en haut. L'oreille de l'éléphant, c'est la Chine. Et puis, ça s'effondre brusquement. C'est ça. Ça, c'est les classes moyennes et populaires des pays développés. Et puis, ça réaccélère à la toute fin. C'est les très riches et c'est la trompe. Donc, ça veut dire que les classes moyennes et populaires des pays occidentaux sont non pas seulement ceux qui ont le moins gagné, ce sont même les seuls qui ont perdu dans la mondialisation. Ce sont les perdants de la mondialisation. Ce sont les perdants de la mondialisation. Et ceux qui sont arrimés chez eux, ceux qui sont finalement assignés à un emploi qu'on peut déménager, ce sont ceux-là qui ont payé comptant le prix de la mondialisation. Et qui aujourd'hui ne trouvent pas d'offre politique ou de capacité de pouvoir peser sur un certain nombre de décisions. Il y a d'ailleurs un grand tabou, et on le voit en ce moment, c'est la question de l'immigration. On voit que depuis 30 ans en France, il y a une majorité, et qui se recrute principalement dans les classes moyennes et populaires, qui est contre l'augmentation de l'immigration. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 30 ans, même pas depuis 30 ans, depuis 1920, l'immigration ne cesse d'augmenter en France. Il n'y a eu que 2 années, 2008 et 2017, où elle s'est réduite. Bon, eh bien, est-ce qu'on peut conduire pendant toute cette durée une politique qui est électoralement minoritaire? Ça pose un problème. C'est là qu'on peut voir que l'ascension d'Éric Zemmour, c'est la mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, c'est comment se fait-il que nous, citoyens français, ne puissions pas nous prononcer sur les questions de l'immigration? Alors, on peut prendre énormément de questions très importantes qui ont ainsi été décidées en secret sans que le pays ne soit directement consulté, que ce soit le nucléaire, que ce soit la construction européenne. En fait, la construction européenne, il y a eu un référendum qui a été perdu et finalement on a un traité a permis de passer outre la volonté manifestée. Le début de la grande méfiance électorale, c'est 2005. Bon, ça, c'est en France. Mais finalement, dans tous les pays, il y a des représentants du peuple. Il y a des députés qu'on élit pour se plonger dans les dossiers en s'entourant d'esprits brillants, de conseillers ministériels, de conseillers de l'Élysée qui leur expliquent pourquoi l'atome est absolument nécessaire au mixte énergétique en France. Un député, c'est un représentant. Représenter, ça a 2 sens. C'est évidemment parler au nom d'eux, mais c'est aussi être l'image d'eux. Lorsque sur certains sujets, ça a été le cas de l'Europe, lorsque l'on a tourné le dos au vote qui était négatif sur le projet de constitution. C'est le cas de l'immigration, lorsqu'on tourne le dos à ce qui est la perception d'une majorité de Français, et bien le représentant n'est plus un représentant, il ne représente plus. C'est cette crise qu'on touche du doigt. Alors, il ne représente plus et il méprise. Exactement. C'est-à-dire que vous ressentez, vous, dans votre carrière, vous avez une vie très riche, vous avez vous avez connu le pouvoir de très près, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu la conscience aiguë un moment justement de cette mésestime ou de cette désinvolture des élites que vous côtoyiez pour le vulgus pecum, pour le peuple qui travaille et qu'il est censé représenter? Alors, vous disiez au début que j'étais polytechnicien. J'ai eu la chance, je dis la chance parce que c'est une école merveilleuse, l'école polytechnique. Il y a une vidéo qui m'a bouleversé, que je cite dans le livre, dans Démocratie, et qui est dans Hold Up. Alors, Hold Up, c'est le documentaire qui a été fait par Pierre Barnérias,
qui présente une vision jugée complotiste de la crise ouverte avec le Covid-19. Donc un film qui explique comment l'opinion a été manipulée et comment le vaccin a été diffusé et qui voit derrière toute cette saga, toute cette aventure, un esprit malin à l'œuvre, esprits malins à l'œuvre. C'est ça ? Oui, absolument. Film, vous avez raison de dire, qui est complotiste, puisqu'il enchaîne un certain nombre de contre-vérités. Vous en avez mentionné certaines, depuis l'histoire du brevet qui avait été déposé, les camps d'internement au Canada. 2015. Voilà. Oui. Mais alors, il y a une scène. J'ajoute juste pour Bien un mot, c'est que ce documentaire a eu un succès extraordinaire quand il a été diffusé, mais avant même que la version finale ait été aboutie. C'est une version de travail qui a été diffusée par des hackers sur Internet. Il y a eu un succès considérable à ce film qui a attiré immédiatement des centaines de milliers de vues. Et il a été immédiatement taillé en pièces par toute la critique. Tout le monde est tombé à bras raccourcis sur Pierre Barnerias en l'accusant de toutes sortes de crimes. Il a été déprogrammé de la plateforme Dailymotion, il fallait le chercher sur des sites. Il a été saqué, il a été vraiment jeté au chien, Absolument. Exclu, excommunié, limogé, envoyé en enfer, dans l'enfer médiatique en tout cas. Et pourtant, il y a une scène que je trouve bouleversante dans ce film. Et on voit Laurent Alexandre, vous savez, le technologue, et qui parle justement devant les élèves de l'école polytechnique. C'est pour ça que j'y étais particulièrement sensible dans un amphithéâtre où j'étais moi-même étudiant. Voilà. Et on l'entend dire, citant soi-disant Harari, vous savez, ce philosophe israélien sur Homo Deus, disant... Vendu à des millions d'exemplaires. Vendu à des millions d'exemplaires. Vous savez, demain, il y aura les dieux et les inutiles. Et les dieux, ce sera vous, et il désigne les polytechniciens, et les inutiles, ce sera eux, et il pense aux gilets jaunes, consorts, justement, les classes populaires et moyennes, dont on veut les perdants de la mondialisation. Et on voit une sage-femme qui assiste à cette projection et qui fond en larmes, en disant comment est-ce que des jeunes gens déjà tellement confortés dans leur supériorité intellectuelle par le système, tellement formatés aussi, vont en plus se voir qualifiés de Dieu. Donc là, on a une fracture qui est très profonde entre une France qui méprise celle d'en bas, celle qui n'aurait pas les diplômes, et une France d'en bas qui, du coup, n'a plus confiance dans la France d'en haut, et du coup, n'a plus confiance dans ses représentants, et déserte le processus électoral. C'est cette crise-là qu'il nous faut adresser en réconciliant ces deux Frances à travers un vote qui est un vote universel, dans lequel chacun, à nouveau, comptera pour une voix. Une personne égale une voix. Il n'y aura pas de Dieu et d'inutile, il y aura des citoyens, une personne égale une voix. C'est extraordinaire d'entendre ça dans la bouche d'un banquier d'affaires à un moment où la France est dirigée par un ancien banquier d'affaires. Alors, la banque d'affaires, vous savez, c'est précisément ce que j'aime dans le métier de banquier d'affaires, c'est un métier du concret où on réalise. C'est un métier d'homme. C'est d'homme et de femme, mais je veux dire, c'est un métier où on réalise, on rend possible, voilà, des transformations d'entreprise. Eh bien, cette mentalité, moi je veux l'appliquer à la politique aussi, en disant comment est-ce qu'on rend possible la démocratie de demain. Non pas en réfléchissant une fois de plus sur quel est le bon système. Là, je publie ce livre pour donner quelques idées, mais en faisant à côté. Et on le fait avec Electis. On a préparé une solution de vote. On la déploie en ce moment à Neuilly-sur-Seine. On va la déployer dans beaucoup d'autres villes en France, parce qu'il faut qu'il y ait plein d'acteurs qui, à leur niveau, testent les solutions de demain, les rendent concrètes et pratiques. Vous allez nous parler de ces solutions que vous présentez dans cet ouvrage, Démocratie, rendons le vote aux citoyens. En fait, ce livre, c'est un libelle anti-technocratique. Parce que ce n'est pas le gouvernement des meilleurs. Il ne s'agit pas d'administrer au mieux le monde, il s'agit de gouverner des hommes et donc de les écouter. La technologie, elle n'a pas à être au pouvoir. Il n'y a pas à avoir une technocratie. Ouais. Il y a à avoir une technologie, une science de la technique. Et ça, elle est très importante, et j'en parle beaucoup dans ce livre. Une science de ce que peut être le vote électronique demain, de comment utiliser l'intelligence artificielle, de comment utiliser tous les nouveaux médiums qu'on a à notre disposition pour pouvoir voter plus fréquemment. Mais cette technologie n'est pas une technocratie. C'est ça qui est très important. Oui. Alors, pour revenir quand même sur la scène qui vous a tellement choqué dans ce film qui est très critiqué, quand on parle des dieux et qu'on parle des inutiles, nous, Français, ça nous renvoie à une phrase qu'avait eue le président de la République, Emmanuel Macron, en parlant des gens dans les gares qui n'étaient personne, ceux qui n'étaient personne, ce qui a beaucoup choqué, parce qu'en France, le pouvoir,
c'est toujours fondé sur l'alliance entre le souverain et le peuple contre les féodaux. Et là, il avait vraiment une phrase de grand féodal. Mais en réalité, les dieux et les inutiles, les dieux sont ceux qui sont clairvoyants sur justement l'avenir, la technologie, qui comprennent de quoi il s'agit, et les inutiles sont ceux qui sont perdus en fait dans les limbes et qui sont aveugles à ce que c'est que par exemple une blockchain. Expliquez-nous enfin ce qu'est la blockchain. Juste avant, j'y viens tout de suite, Vincent Lamouette, la phrase d'Emmanuel Macron. Ils sont très inutiles là-dedans. Non, mais alors, on est tous des utiles de la démocratie. Voilà, c'est ça. Sûr. On n'est ni des dieux, ni des inutiles. Et je crois que la phrase d'Emmanuel Macron, et une fois de plus, vous savez que voilà, moi j'ai été élu, je ne suis pas dans la République En Marche, je suis élu des Républicains, donc je ne suis pas du tout là pour défendre. Bord. Ce qu'il explique, c'est qu'il est de l'autre bord, mais qu'en France, les bords, c'est plus très clair. Hein, mais si, au contraire, les bords, c'est très clair. Et c'est pour ça qu'on a besoin à nouveau de démocratie et d'élections, pour que les idées s'affrontent. Mais là, lorsque Emmanuel Macron dit que dans les gares, il n'y a personne, la phrase est bien sûr maladroite. Mais ce n'est pas du tout le même genre de phrase que ce qu'on dit que des gens sont inutiles. C'est une phrase nazie. Une personne peut encore devenir quelqu'un, alors que l'inutile, il est perdu pour la société. C'est une phrase, et là je trouve que c'est là que la fracture est la plus violente. Comment est-ce qu'on redonne le pouvoir à des gens qui ont des choses à dire et des choses à apprendre? Je prends l'exemple de l'immigration. On vient de le dire, on est dans un vote censitaire. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans les classes modestes et populaires ne votent plus. Or, sur l'immigration, ce sont probablement les personnes qui ont la plus grande expérience à travers le temps de ce que c'est l'immigration. Ce sont ces catégories qui ont été confrontées aux vagues d'immigration successives, qui ont intégré des vagues d'immigration successives et qui savent le mieux ce qui est possible, qui n'est pas possible de faire. Continuer à mener des politiques sans les interroger, ce n'est pas simplement une erreur politique, c'est même une erreur logique. C'est appauvrir le débat de ce que toutes ces générations de classes modestes et populaires ont à nous dire sur l'immigration. Oui, mais en même temps, il y a près de 20 ans, quand Jacques Chirac s'est résigné à faire un référendum sur le traité constitutionnel européen, eh bien, il disait, et il s'en inquiétait, que quelle que soit la question posée aux Français, quel que soit le sujet, il voterait contre l'immigration. Ce qui était à la fois un paradoxe, un jeu de mots, une plaisanterie, mais en même temps qui était assez juste. Bien sûr. Donc pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout de sa logique? Puisqu'il y avait ce non-dit de l'immigration, pourquoi du coup ne pas l'affronter sereinement? Et une fois de plus, il ne s'agit pas de faire un référendum. Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, réalité. Mais il y a le choix sur toute une politique. Il n'y a pas le choix sur... On n'est pas pour ou contre l'immigration. C'est là qu'il y a de la démagogie à dire on va faire un référendum pour ou contre l'immigration. Ça n'a aucun sens. Oui, on va faire un moratoire sur l'immigration, comme le prétend l'ancien commissaire Michel Barnier. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible, en réalité. Non, mais... Il n'y a plus le choix. Bien sûr, mais il y a plein... entre... Qu'est-ce que vous acceptez en termes de regroupement familial? Comment est-ce que vous... Mais vous n'avez pas le choix. Non, mais il y a toute une série d'instruments qu'on peut ou moins ou pas décider de faire. Je croyais que la Cour européenne de justice, que nos accords internationaux, ne laissaient aucune marge de manœuvre. Le politique est très puissant. Le politique, vous le savez, il s'agit... C'est ça. C'est ça de faire de la politique. Non, mais le politique, il est prudent quand en fait il est le reflet de son électorat qui n'est pas décidé. Quand on n'agit pas sur tel ou tel sujet, c'est pas que le politique est lâche, c'est qu'en fait il se rend compte qu'il n'a pas un mandat clair et que dans le fond, certes on voudrait ceci, mais on voudrait aussi cela, etc. Voilà. Lorsqu'en revanche il y a un mandat clair, le politique il peut agir sur tous les sujets que vous venez de dire. Simplement, il ne faut pas prendre les Français pour des idiots. Il ne faut pas leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration. Les Français savent très bien que la question est complexe, qu'on ne va pas dire ah on est contre l'immigration, on va l'arrêter demain. En revanche, il y a plein de mesures qu'on peut décider ensemble. Est-ce qu'on veut une immigration ciblée, oui ou non? Est-ce qu'on veut une immigration dans quelles conditions est-ce que l'on veut traiter les immigrés qui sont pris dans des situations de handicap? Vous allez me répondre quand même sur le blockchain, mais oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec ce système qui permettrait aux gens, aux citoyens, d'exprimer leur opinion sur toute une série de sujets sur lesquels en général on ne les consulte pas, on va justement les distraire des vraies questions, des vraies oppositions qui sont insolubles en réalité, en leur donnant l'illusion qu'ils participent à la décision. On les fait voter sur la piscine municipale, on ne leur demande pas leur avis sur le nucléaire. Oui, alors, d'abord, je reviens d'abord sur les grandes questions de société.
C'est pas parce qu'on vote à un moment sur l'immigration, sur la politique climatique, sur la dette publique, sur la réduction des inégalités, qu'on va se désintéresser de l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection suprême où on a besoin d'élire un homme ou une femme qui aura une vision stratégique pour la France. Et plus on aura voté sur les autres sujets, par ailleurs, et plus on aura voté sur ces sujets-là, et plus on pourra recentrer l'élection présidentielle sur ce qu'elle est vraiment, et ne pas la laisser phagocyter, comme on le voit en ce moment, par un sujet particulier qui détruit tous les autres. Bon. Voter sur ces sujets, ça ne veut pas dire faire forcément un référendum. Il y a plein d'autres systèmes. On peut faire plusieurs référendums. On peut faire des référendums successifs. On peut aussi décider d'élire une convention citoyenne sur le sujet de l'immigration. Regardez, on l'a fait pour la convention citoyenne sur le climat. Emmanuel Macron a dit « j'ai pas été particulièrement élu sur cette question-là, eh bien, je vais demander une convention citoyenne ». Simplement, il n'a pas été jusqu'au bout. Ils ont été tirés au sort. Donc du coup, il n'avait pas de légitimité. Pourquoi on ne fait pas une convention citoyenne sur l'immigration? On élirait, nous, Français, nos représentants pendant 1 an qui débattraient de l'immigration, feraient des propositions. Ce sera des états généraux permanents avec une légitimité très forte. Pourquoi permanent? Non, on peut le faire 1, 2, 3 fois par quinquennat sur quelques sujets. Et comme ça, on n'est plus confronté au moment de l'élection présidentielle à un sujet clivant qui rend impossible les autres débats. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je reprends le Gilles Maintré, Démocratie, rendons le vote aux citoyens, édition Odile Jacob, 21,90 €. Je reprends et vous allez m'expliquer un peu de quoi vous parlez quand vous dites faire confiance à l'intelligence commune. Oui, je préfère le terme d'intelligence commune à intelligence collective. On entend beaucoup parler, à juste titre, d'intelligence collective, c'est-à-dire l'idée que tous ensemble, on décide mieux, on est plus intelligent que tout seul. Parce que précisément, sur des sujets collectifs, des sujets sociaux, l'idée de décider seul est probablement une mauvaise idée d'un point de vue à nouveau logique. Mais ce que j'aime dans l'intelligence commune, c'est cette idée aussi qu'on devient intelligent en participant au débat. C'est pas comme si on avait tous des opinions arrêtées sur tous les sujets. On évolue. On s'ouvre au point de vue de l'autre. On discute. Et on a une perception plus riche. Et même, on forme une conception de ses propres intérêts, de ses propres besoins, à partir du moment où on participe au débat politique. En chassant toute une partie de nos concitoyens de ce débat politique, parce qu'ils ne votent plus, on les radicalise. C'est pas parce que certains sont radicaux qu'il faut leur dire de ne voter plus. C'est parce qu'ils ne votent plus qu'ils sont de plus en plus radicaux. C'est ça l'intelligence commune. Ça c'est français, ça c'est franco-français. Maintenant parlons de choses qui concernent aussi bien les Africains que les Asiatiques et le monde entier. Blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors, Qu'est-ce la blockchain, c'est une technologie. Là, pas le. Non, mais là, le blockchain, comme vous voulez, c'est un terme anglais. Voilà, the blockchain. C'est une technologie. Ce n'est rien de plus, il ne faut pas lui faire dire ce que ce n'est pas. La technologie, c'est ce qu'on appelle un registre distribué, c'est-à-dire donc un registre où on met des informations, qui est distribué auprès de tous les participants. Donc vous ne pouvez pas modifier l'information à un endroit central sans que personne ne le voie, vous êtes obligé de la modifier et tout le monde est au courant. Et donc vous avez une règle, qu'on appelle une règle de consensus, qui permet de savoir comment on modifie les opérations sur cette chaîne. Et elles sont mises en chaîne. Ça paraît très abstrait. C'est très abstrait, et à quoi ça sert? Comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est très simple, vous vous connectez depuis votre ordinateur, vous rentrez, vous créez votre identité, et vous pouvez faire des applications, des transactions. Certaines sont très connues, des blockchains, c'est le Bitcoin. Vous pouvez échanger des Bitcoins, etc. Là, cet argent insaisissable, n'existe que grâce au blockchain. Donc, de la même Sur façon, le principe. Exactement. De la même façon que vous pouvez échanger des monnaies, vous pouvez échanger des informations. Donc la blockchain est très utile à plein de domaines, sur les cadastres, sur les assurances, où on peut enfin avoir une traçabilité. Alors c'est inviolable. C'est inviolable et c'est absolument transparent. Et c'est transparent. Voilà. Alors, mais on ne sait pas pour autant, si vous savez de ça pour voter, on ne connaîtra pas votre vote. Alors, pourquoi j'en parle ici pour le vote? La blockchain a une propriété très intéressante, a 2 propriétés très intéressantes. La première, c'est comme on dit, c'est inviolable. Donc vous faites une élection, eh bien, le résultat de cette élection, le procès verbal de cette élection, les données vont pouvoir être publiées d'une manière immuable. Donc vous n'allez pas pouvoir, entre le moment où vous récupérez le résultat et le moment où vous l'annoncez, vous n'allez pas pouvoir jouer avec. Vous n'allez pas pouvoir tripoter la commission électorale, pas pouvoir faire voter pour le président alors que tout le monde le rejette. Exactement. Et deuxièmement, c'est une révolution. Et deuxièmement, il y a une autre possibilité, et ça c'est très intéressant pour l'avenir, c'est ce qu'on appelle les contrats intelligents. Sur une blockchain, si certaines conditions sont réunies, vous avez automatiquement la conséquence. Si vous êtes une assurance, eh bien, si tel et tel et tel et tel facteurs sont réunis, de température, de climat, d'incident,
automatiquement, vous serez remboursé. Formidable, ça va changer complètement le monde de l'assurance. Eh bien, dans le monde du vote, pourquoi est-ce que demain, si les citoyens votent sur telle proposition, telle décision au niveau local, eh bien peut-être qu'elle pourrait s'appliquer de manière automatique. Si on vote sur les tarifs des parkings, par exemple, du stationnement résidentiel, eh bien automatiquement c'est mis en œuvre. Les tarifs des cantines scolaires, automatiquement c'est mis en œuvre. Dès le soir même, vous allez payer le nouveau tarif à la cantine, etc., etc. On va rendre aux citoyens la confiance dans le fait que son vote, ce n'est pas juste une expression, un sondage, et ensuite des représentants vont en faire ce qu'ils veulent. C'est immédiatement implémenté, appliqué dans le système. Et vous avez commencé à l'appliquer? Alors nous, on a commencé à l'appliquer à Neuilly-sur-Seine. Donc cette semaine, s'il y a des habitants de Neuilly qui nous écoutent, allez sur votre ordinateur, inscrivez-vous, votez, voilà. Et demain, ça sera bien ailleurs, dans d'autres villes en France et en dehors de France. Quel est le pays pionnier en la matière? Alors il y a un pays, l'Estonie, dans lequel le vote électronique est possible à toutes les élections depuis 2005. Ouais. Il y a d'autres pays, au Canada, en Australie, où on peut voter à des élections locales avec le vote électronique. Il y a plein d'autres pays qui testent des solutions comme ça, municipales, au Japon, en Corée, même en Russie. Eh bien, demain, dans le monde entier, et c'est pour ça que nous, électistes, nous ne sommes pas du tout que français, on va pouvoir apprendre à faire confiance à cet instrument, parce que cet instrument va nous permettre de voter plus fréquemment et d'être de nouveaux acteurs de notre démocratie. Le clavier qui libère, le clavier bien tempéré, c'est démocratie, rendons le vote aux citoyens de Gilles Maintray. Merci infiniment d'être venu nous le présenter. Merci sur Télé Sud. À très bientôt. Ainsi va le monde. À la semaine prochaine.